Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Indépendant pour une émission spéciale MMA parce que le 13 décembre prochain, une soirée exceptionnelle se tiendra à Perpignan, la Super League MMA, une compétition internationale made in France fondée par une légende française. Il a passé sa vie sur les rings, c'est bien sûr Jérôme Le Banner. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous, bonjour Bruno, merci de l'invitation. Avec nous aussi licenciée à la Cobra Kai School à Elne dans les Pyrénées-Orientales. Elle va combattre bien sûr pour la victoire devant son public catalan. Laetitia Gallardo est avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et à vos côtés, celui qui vous a fait découvrir le MMA, Sébastien Garguier, coach de la Cobra Kai School aussi, ancien combattant professionnel avec plus de 20 combats à son actif. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir. Alors, il connaît bien lui aussi la Super League, mais plutôt celle qui se joue à 13. C'est le chef des sports de l'Indépendant, Bruno Antoniens. Salut Bruno. Salut Alizé. Bon, je le disais, dans quelques jours, la Super League MMA va se tenir au Parc des Expositions de Perpignan. C'est votre compétition, Jérôme. Alors, vous êtes séparé du COF, l'organisation de MMA King of Fighters. C'est vraiment ça qui vous a poussé à créer votre propre organisation de MMA, ou c'était déjà un projet que vous aviez depuis toujours ou plusieurs années Quand il y a eu l'histoire du COF, là, non, c'est clair que non, je ne jouais plus du tout en entendre parler des sports de combat, parce que tout ce qui gravite autour, ça m'énervait. Et après, il y a quand même eu ce côté un peu, quand j'ai confronté les deux protagonistes, c'est qu'ils n'avaient pas à vraiment se mettre d'accord, et j'ai vu que là, il y avait vraiment des interférences, de la négativité, donc je suis parti de mon côté. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté revanchard. J'avais envie de. Je trouvais qu'on avait fait des belles choses et j'étais quand même la tête de gondole du truc. Et j'ai eu un petit goût de revanche. Voilà, bien sûr. Je voulais partir sans laisser de caca sous le paillasson. Alors qu'est-ce qu'elle a de différent, de spécial, la Ligue de MMA Made in Jérôme Le Banner? Alors là, on est plus à découvrir les pépites. Aller là, par exemple, pour le 13 décembre, c'est d'être là, d'être vu et accepté par les Occitanais, mais aussi de découvrir les pépites de cette région. Comme on a fait à Paris, comme on a fait en Normandie, comme on a fait à La Réunion. Voilà, on essaie de trouver les pépites pour après, justement, de se regrouper avec mon équipe, de se concentrer sur la suite, et puis après faire vraiment d'autres choses. Alors sur la soirée de Perpignan, 20 pays seront représentés avec 12 combats prévus. Comment va se passer concrètement cette soirée? Très bien. Pas de raison. J'espère. Bisous ta chaîne. Non, j'espère, oui. Non, mais non, il y a un combat principal, il y a deux combats principaux, et il y a surtout un tournoi. Donc refaire vivre un peu, parce que c'est comme dur le tournoi, c'est deux combattants qui se rencontrent en poule A, deux combattants qui se rencontrent en poule B, et les combattants gagnants de A et B se rencontrent à la fin. Donc c'est quand même c'est une autre logique, c'est un autre game plan, parce que bon, c'est vrai que bon, les premières minutes se jouent, voilà, on se donne, mais après il y a quand même quelque chose après à prendre en considération, c'est les blessures, le temps de récupération, tout ça. Voilà. Donc c'est quand même pas. Moi j'aime bien cette formule. Oui, ce format, vous l'avez pratiqué, vous? Ah bah oui. Plusieurs fois, quand il fallait faire 3-4 combats dans la journée? C'était 3, le maximum 3. 3. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Il y aura donc en tête d'affiche, tête de gondole, il y a un combat pro. Ouais. Il y a un combat pro. Entre un Brésilien. Contre le Brésilien, contre le Marseillais. Et le voilà. Marseillais. Et Laetitia, ici présente, que j'ai envie de donner. Que j'ai rencontré il y a cela, c'était au mois de juillet, je crois. Juin, on s'est rencontrés en juin. Et c'est donner la chance de pouvoir s'exprimer devant son public. Vous étiez à Bayonne, là aussi il y a des pépites qui ont été découvertes. Oui, donc la volonté de la MMA Super League, ce que vous représentez, c'est de vous rapprocher des clubs locaux. C'est ça. La première démarche, c'est celle-là. C'est ça, c'est vraiment faire. Parce que en kickboxing, j'ai vu avec la fédération française, elle a fait beaucoup de bon travail. Ce que je vais un peu à lui reprocher, c'est que les gens qui prennent leur adhésion, leur carte d'adhérent, ils combattent une seule fois. Et après, ils font le championnat de Normandie, par exemple, par chez nous. Le championnat de Normandie, s'ils sont perdants, bon, on la voit plus. Le champion normand va combattre un peu en région, et après il va combattre au championnat de France. Il va faire 2-3 combats. Je trouve que c'est la mort du petit cheval. Je trouve que c'est la mort des sports, on va dire, amateurs. Le seul truc, là, moi, ce que j'aime, c'est que pour ça que j'avais créé l'UFSC à un moment donné. Je m'étais allié avec eux
pour donner un petit coup de booster, pour justement aller dans les villes, faire combattre la fête de Noël, la fête de je sais pas quoi, de la coquille d'huître. Et puis voilà, donc ça permettait aux gens de se rencontrer en dehors des championnats interrégionaux. Voilà. Perpignan, le choix de cette ville, comment ça s'est fait du coup Comment ça s'est fait Pourquoi Perpignan Pourquoi Perpignan? Parce que bon, déjà, Parce qu'il y a des fighters chez nous, c'est les pour ça qu'il fighters, faut ouais, venir. ça, ouais, non, puis il y a Voilà. Mathias Richaud. C'est Non, non, il y a important de nous Mathias faire Richaud. connaître. Il y a Mathias et Damien Richaud que je connaissais très très bien. Mathias, je l'ai fait combattre au Japon. Damien Richaud, c'est comme quelqu'un, c'est une figure emblématique Bien sûr, local. du MMA et surtout en France. Et voilà, et lui, il a vraiment fondé les premières briques. Pionnier. Ouais, c'est un Pionnier, ouais, hein. un pionnier, bien sûr. Oui. Et puis voilà, donc puis moi aussi, j'allais quand j'étais gosse, j'allais au camping d'Argelès-sur-Mer. Et puis non, je trouve que on m'a dit, écoute, voilà, faut y aller. Écoute, j'y étais, puis il y a du rugby, puis et voilà, puis so on and so on. Faire découvrir les talents locaux, vous l'avez dit. Alors justement, hein, Laetitia, vous êtes d'ici, de Rodez. Oui. Vous allez combattre pour cette soirée. Déjà un peu là sur vous, comment vous vous préparez, dans quel état d'esprit? Encore un petit peu de temps avant que le 13 décembre arrive, mais comment vous êtes là? Moi, je suis déjà prête. Je sors d'un combat. J'ai combattu à Montpellier il y a 2 semaines. Après, moi, je suis prête toute l'année. Vous avez gagné hein, le 8 novembre à Montpellier lors de la Dynamite MMA. Vous êtes dans une bonne dynamique du coup? C'est ça. Combattre à domicile devant son public, est-ce que ça rajoute une saveur quand même un petit peu particulière? Plus de pression, je sais pas. Oui, forcément. Non, plus de pression, non. Après, ce sera la première fois. J'aurai ma famille, mes amis, donc forcément, c'est important. Oui, et puis vous intégrez le tableau de ce gala prestigieux. Ça rajoute forcément cette dose de pression, mais ça va vous permettre aussi d'avoir une réelle visibilité. Hein. Oui. Après, la pression, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense que tu qu'elle vas est l'avoir. nécessaire pour. Je pense que 2 jours avant, tu vas l'avoir, et puis un quart d'heure avant de rentrer dans la cage, tu vas l'avoir un petit peu, tu vois. Oui, c'est sûr, mais après, c'est bien. sans pression, on peut pas performer. Ouais, mais là, tu auras un petit peu plus. Je sais ce que c'est, tu vois, quand tu À combats la à domicile. maison, Ouais, c'est normal, mais c'est bien. C'est bien. oui. Pareil, faut pas que ça te fasse peur. Il ne faut pas que cela te fasse perdre tes moyens, repères, tu ouais. vois, tes habitudes, parce qu'il faut que tu. Enfin, je sais pas si t'as des. Regarde, nous, c'était le caleçon, c'était ceci, cela, de mettre de côté. Voilà, tu vas prendre plus soin de dire, ah, ça, je me rappelle, ça, c'est le t-shirt qui m'a fait gagner. La dernière fois, à Montpellier, je viens le laisser là, puis je vais bien le plier. À un moment, tu le laves, enfin, voilà, tu vois ça, des petites choses qui vont. Et puis il y a Sébastien Garguier qui est là pour ça. Ah oui, on Pour la l'accompagner. prépare, oui, bien sûr. Du coup, c'est une fille, comme elle disait, qu'elle est prête toute l'année. Parce qu'en fait, contrairement à d'autres combattants, elle n'attend pas d'avoir un combat pour s'entraîner. Elle s'entraîne toute l'année. Donc en fait, il y a juste en période, quand il y a une échéance, qu'elle accélère ses entraînements, elle fait plus de préparation physique pour être encore plus performante le jour J. Et c'est vrai qu'elle a commencé en début de carrière à prendre les combats un peu comme ça à la volée. Et maintenant, voilà, ces combats, ils sont plus dirigés sur du professionnalisme. C'est-à-dire qu'elle a un préparateur physique qui la suit aussi. On est une équipe et voilà, on essaye de tous ensemble de la pousser le plus performant possible. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a intégré le circuit professionnel après seulement 2 ans de pratique avec vous, c'est ça? Je sais plus exactement. Si je me trompe ça pas. fait un peu Les fiches plus- sont bonnes. Ouais, c'est ça. Normalement. Bravo. Ouais. Mais aussi, le truc qu'il y avait, c'est que le MMA, il est arrivé un peu tard. Enfin, pour moi, il est arrivé super tard. Ça fait 5-6 ans maintenant que le MMA est légalisé en France. Moi, j'ai commencé bien avant. J'ai fait mon premier combat pro en 2008. Et Laetitia, elle est arrivée aussi. Il n'y avait pas encore cette démarche de combat amateur, tout ça. Donc, du coup, les premiers combats que ça se faisait, c'était directement pro. Où ça? Son premier combat pro, Ouais, elle avait combattu à Cognac, D'accord, son aussi. premier. d'accord. Voilà. Toi, tu combattais où? Moi, j'ai Parce que combattu. c'était Moi, je pour- m'entraînais aux États-Unis, moi. Ouais, Moi, je suis en 2008, je suis parti, j'ai fait mon premier combat au Costa Rica avec Ferid Keder. d'accord. Et j'ai rejoint ce team qu'il avait créé à Vegas. Ouais. Donc, je me suis entraîné pendant 4 ans aux États-Unis et je combattais un peu partout aux États-Unis, Costa Rica, Brésil, tout ça. Et Mais, aujourd'hui, il y a ce besoin de transmettre. bien sûr, tout à fait, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je vis au quotidien. J'ai commencé le sport par le karaté quand j'étais petit. Du karaté, je suis parti au kickboxing. Du kickboxing, en 2004, j'ai commencé à voir le MMA. Et à l'époque, on ne disait même pas MMA, on disait plus free fight. Il y avait les Ricio déjà qui combattaient.
Et moi, j'ai commencé à faire les premiers combats ici à Perpignan. C'était le tournoi du Soleil avec, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est Bernard Lacote qui organisait ça au tournoi Moulin à Vent à Perpignan. Donc voilà, ça a été mes premiers combats. C'était un round de 10 minutes en évitant de frapper au sol. Donc moi, j'ai commencé dans les débuts aussi. Mais maintenant, c'est vraiment, avec la fédération, c'est vraiment quelque chose d'encadré et professionnel. Et même pour les amateurs, c'est presque professionnel, tellement que c'est bien organisé. C'est-à-dire qu'elle, à l'arrivée, il n'y avait pas encore ce truc il y a quelques années. Et là, du coup, c'est beaucoup plus facile à performer, à s'entraîner, parce qu'il y a beaucoup plus de structures prêtes à accueillir le MMA, en Et fait. justement, ces structures, elles s'ouvrent à partir de quel âge dans le département, ici? Moi, je prends les petits en MMA Kids à partir de 6 ans. Je ne les prends pas avant, mais à partir de 6 ans, en fait, c'est sur des formes de jeux. On leur fait faire des jeux pour leur faire découvrir la boxe, la lutte et aussi le sol, ce qui est grappling. Donc on les prend jeunes. Vous vous sentez dans ce rôle de précurseur de ces sports-là? Parce qu'il n'y a pas eu qu'un de sport d'art martial que vous avez pratiqué. Hein. Est-ce que je me sens précurseur de... Non, je pense que non, la place, elle est faite... je pense que non, ça c'est quand même un pionnier. Moi, je me rappelle de genre de personnes comme Damien, Mathias, comme toi, comme Anthony, Loïc Pora, Grégory Baben, qu'on appelle Greg MMA. Non, je me rappelle que des mecs qui partaient... Avec Brian Rafik aussi, c'est un copain à moi aussi. Putain, On a parlé de vous aussi, au Japon, vous étiez avec lui. Voilà. C'est pour ça que j'ai quelques anecdotes. Moi j'appelle ça des routards. Ils auraient pu mettre le guide du routard, du MMA ou du free fight. On partait avec le sang, on savait pas où aller, on prenait tous les combats. Ouais, parce que comme c'était interdit en France, et c'est vrai que nous on voyait ça au Japon, où on était adulés, comme des demi-dieux on va dire, que ce soit le kickboxing, le K1 ou le Pride, le free fight là, mais... Et donc, c'était. Quand on venait en France, c'est vrai qu'on se disait, tiens, pourquoi. Il y avait certains lobbies qui faisaient arrêter, comme le judo, on va dire. Au lieu de jeton. Je trouve que c'est bête parce que c'est en France, on arrête. Enfin, moi, pionnier. Non, oui, je pense que. ok. Voilà, ils sont je pense que. Et moi, je me sens pas. Je me sens pas, comment dirais-je, professeur. Vous savez, là, ça sent professeur. J'espère que d'ailleurs. Non, tu ne seras pas là, on m'a dit que le trait sur ouais. Formation Godard. Vous avez jamais entraîné ou... Oui, j'entraîne, mais pour les gens qui ont un certain niveau. Voilà. De reprendre tout à la base, à part un ou deux amis que j'ai comme ça, que j'entraîne des fois sur Paris. Non, c'est beaucoup. Je trouve que c'est de l'investissement, c'est chronophage. C'est de l'investissement. Puis, moi, je suis encore. Encore dans la compétition. Ouais, malheureusement, je crois que je suis encore un cheval de course dans la tête. Ce que dans la tête, mais un cheval de course encore. Donc j'ai du mal d'être un cheval de trait et de regarder le train passer. J'ai du mal. Ce genre d'événement, du coup, comme la Super League MMA, c'est forcément une belle consécration pour les jeunes que vous coachez au quotidien, d'avoir des événements comme ça qui s'installent. Ah oui, complètement, parce que c'est une grosse organisation et qu'elle vienne à Perpignan pour montrer l'image du MMA, le sport que c'est, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est le MMA, ils le voient à la télé, et de venir voir quelque chose à Perpignan sur la terre locale, hein, du coup, ils vont pouvoir voir au moins les athlètes de chez nous, et voir que c'est un sport avant tout, que c'est pas de la bagarre, parce que souvent on référencie le MMA à de la bagarre, mais ça c'est une vieille image, c'est une vieille étiquette, c'est un sport complet, c'est des techniques de boxe, de lutte, de grappling, et non, ce n'est plus la bagarre. On dit toujours, on va faire de la bagarre, non, ce n'est pas vrai, c'est trop technique pour que ce soit de la bagarre. C'est combien de rounds, ça dure combien de temps? Alors les pros, c'est 3 rounds de 5 minutes, 3 rounds de 5 minutes. Pour le combat pro qu'il y aura entre le Brésilien et le Marseillais. À part si c'est un titre et pour une ceinture, ce sera 5 rounds de 5 minutes. Voilà. Et après, les amateurs, c'est 3 rounds de 3 minutes, avec toujours 1 minute de récup entre chaque round. Bon, je crois qu'on connaît là votre adversaire, Laetitia. Oui. On peut nous donner son nom. Tu la connais ou pas? C'est la première fois que tu vas l'affronter Ce sera la première fois. Oui. Ouais. C'est une Italienne, c'est ça? Une Italienne, oui. Pour nous la présenter, vous la connaissez un petit peu, vous l'avez déjà J'ai vue pas bien regardé pas... encore, parce que c'est tout frais. On va mettre une stratégie, on va étudier sa façon de combattre pour pouvoir trouver ses points faibles et que Laetitia va dedans, quoi, en fait, dans ses points faibles. Voilà. J'aimerais savoir, Laetitia, en tant que femme, Oui. aller dans la cage, est-ce que ça doit démontrer plus qu'un homme? Est-ce que, voilà, comment on se met en condition Je pense que oui, on doit prouver
On doit prouver plus qu'un homme parce que pour certains, c'est pas normal qu'on soit là. Donc forcément, on doit prouver plus. Et justement, le regard de vos proches ou des amis, des autres étudiants ou élèves que vous avez côtoyés ou que vous côtoyez encore, quel est ce regard sur une femme qui fait du MMA quand même? Mes proches, ça leur fait un petit peu peur. Parce qu'ils sont un peu étrangers à ça, ils s'intéressent, mais forcément, ils veulent pas que je prenne de coups, tout ça, donc ça leur fait un petit peu peur. Après, ils acceptent. Après, au club... Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dedans? C'est arrivé... c'est des films, c'est... Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé par la boxe française. Après, plus tard, j'ai déménagé sur Strasbourg. J'ai intégré un club qui faisait boxe française, kickboxing et muay thai. Donc, Ok. j'ai commencé à faire une petite transition. Et quand je suis revenue ici, j'ai voulu juste essayer le sol. À la base, juste le JJB avec Sébastien. Et petit à petit, les cours de JJB, ils étaient avant. Et après, il y avait le MMA. J'ai commencé à regarder. Et après, je me suis intéressée, j'ai essayé. Et j'ai glissé. Je vous ai vu réagir, Jérôme, quand elle a dit une femme, ça doit démontrer plus qu'un homme. je vois C'est comment. normal ou une femme a tout autant sa place dans la cage qu'un homme? En complot, moi j'ai été élevé avec une femme qui s'appelait ma mère, qui était super forte, qui était un colonel. J'ai été dans mes ancêtres qui sont plus vikings qu'autre chose, l'Écossais. Pareil, c'était les femmes qui étaient. On a retrouvé des enterrements, enfin des graves avec des épées, des femmes qui étaient combattantes. Et d'ailleurs, j'étais aussi. J'ai ma mère adoptive, enfin ma mère de cœur, qui est de Guinée-Bissau et qui est justement, elle vient des îles Bijago. Donc c'est des femmes qui. Donc pour moi, ça, je trouve ça même. Enfin non, pour moi, les femmes fortes, les femmes qui doivent faire plus que les hommes, non, je trouve pas. Non, les femmes sont très fortes, mais sont même plus fortes que nous parce que si nous on avait le pied qui saigne le doigt de pied qui saigne pendant 3 jours, on marche avec des béquilles le reste du mois. Donc les hommes, voilà. Bon, pas vous quand même. Hein? Pas vous. Je dois être plus femme que hein. Non, ils sont beaucoup plus forts que nous. Pas d'épines. Hein? Pas d'épines, Puis pas dans le pied, d'épines. Non, puis non, les femmes, ils ont quelque chose qu'on appelle les règles tous les mois et ils se plaignent pas. Et nous, je vous dis, si on avait le pied qui saigne pendant 3 jours, on marche avec des béquilles le reste du mois. Donc voilà, c'est tout, ça rigole. Même vous, personnellement, on ne présente plus votre parcours, votre discipline phare, c'était quand même le kickboxing. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait tester la MMA à l'époque, même vous dire je veux y aller, je vais essayer? Ah bah moi j'ai testé ça il y a déjà 20 ans au Japon. 2001, je crois, premier combat. Ouais, c'est ça, ouais. On met dans les pattes un mec, je sais pas ce que c'est, entre du cash, pas du cash, voilà. On met Ken Shamrock qui vient chez moi, Ken Shamrock, c'était un peu je sais pas, le Denis Papin, le Papin de chez nous, on va dire en foot, comparé au MMA. Donc il vient chez moi m'entraîner pendant 3 semaines, je sais pas, je connais. En fait, je fais ça, je pensais à la rigolade, parce qu'à la base, je devais prendre Fujita, et je devais prendre, en fait, ils ont donné ça de Mirko Crocop, parce que moi j'avais une image, le K1, pour K1 c'était vraiment le beau-fils parfait, la grand-mère qui va avec les enfants, et tout ça. Donc au Japon, c'était comme, c'était super coté, élevé. Et donc, ils ont mis Mirko contre Fujita, qui a gagné d'ailleurs. Et en fait, là, ils ont mis j'aurais dû partir 2 mois à l'entraînement en Bulgarie, et à droite et à gauche pour prendre le mec. Ils ont mis un autre, bon, tant pis. Et après, j'étais un peu dégoûté. Et après, j'ai combattu contre Bob Sapp aussi. On a fait mixte. On a fait un round de boxe thaï, kickboxing, un round de boxe de MMA. C'était rigolo. Et puis non, on était en... Moi, je m'entraînais à l'époque avec Vanderlei, Minotaur, tout ça, au Japon. On relatait pas ça parce que c'était interdit, donc puis on relatait pas ça parce qu'avant il n'y avait pas les médias, il y avait les réseaux sociaux. Donc il y avait donc tous les gens ils devaient attendre Fight Sport une fois tous les 2 mois, attendre le DVD. Et donc il y avait une espèce d'attente qui faisait, donc on pouvait pas tout mettre. Mais oui, je me suis entraîné plein de fois avec George Barnett, Maurice Smith. Tous ces gens-là, bien sûr. Que des grands noms. Ouais. Donc voilà, donc je fais ça. C'était un peu comme le rugby, c'était le MMA, enfin le Pride, et le football, c'était le K1. Donc voilà. 24 ans après, entre 2001 et maintenant, ça a quand même dû Ouais, bien ouais. évoluer et bien évoluer. Ah ouais, je suis la content, MMA. je suis content. C'est pour ça qu'ils sont surtout pas. Déjà, il y a personne qui est indispensable dans la vie, et je pense que non, ils ont besoin de moi. Donc je pense qu'un mec comme Sébastien, non, c'est les vrais pionniers, et puis qui vont justement fédérer les gens à faire ce sport.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Sébastien, le MMA a été longtemps marginalisé en France. Il faut attendre 2020 pour que cette discipline soit légalisée en compétition. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 licenciés en France. C'est devenu, je sais pas, peut-être un sport à la mode. Comment expliquer ce phénomène Un sport à la mode, oui, certes, parce qu'on en parle beaucoup plus. Les médias, ils en parlent plus et en bien. Contrairement à l'époque, on en parlait en mal, alors qu'en fait, il n'y avait rien de mal, parce que ça reste un sport. C'est un sport de combat, un sport de contact. Mais maintenant, comme on en parle en bien, les gens ils s'intéressent, ils s'y intéressent. Mais en fait, c'est le fait aussi, ils viennent essayer. Et en fait, le fait d'essayer, c'est adopté. Parce que les gens, ils s'aperçoivent qu'en fait, ça peut... Moi, j'ai un club, je prends les petits, donc en fait, on les envoie. Mais les petits, en fait, ils se tapent pas dans la tête. Il y a des règles pour les petits. On ne fait pas ce qu'on voit à la télé en professionnel. C'est pas ce qu'il y a dans le club. Okay, il y a la partie professionnelle et la partie loisirs et petits. Et tout ça, en fait, c'est tout un plan éducatif. Donc, de les tout petits. Après, les ados, c'est un peu plus technique. En fait, tout est bien codifié par tranche d'âge. Et à partir de là, donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, tout le monde peut en faire. Que ce soit une femme, quelqu'un même qui est en surpoids, il peut venir faire du MMA parce que c'est un moyen pour lui de se défouler et de perdre du poids. Quelqu'un qui est énervé, il peut venir. Et en fait, il y a plusieurs branches après. Et voilà, donc ça a été toujours bien parlé depuis que le MMA est légalisé. La Fédération française de boxe, donc, qui détient la MMA, a annoncé l'autonomie de la discipline dès septembre 2026. Qu'est-ce que ça va changer, peut-être pour vous, dans le quotidien? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose parce que c'était sous la Fédération française de boxe. Et en fait, tous les projets devaient toujours passer par la FMAF et la FMAF par la FFB. Et du coup, ça sera en lien direct. Et en fait, ça va aller plus vite. Parce qu'en fait, ça met du temps pour les demandes, tout ça. Et ça va être un lien direct avec la FMAF. C'est beaucoup mieux. Il était temps. Vaut mieux tard que jamais. Il était temps que non, ça se structure. Non, je pense pas. Je pense que c'était bien que la Fédération française de boxe ait pris le MMA dès le départ. Mais voilà, maintenant, si la FMAF elle est prête à voler de ses propres ailes, c'est vraiment bien. Voilà, non, on ne va pas dire que c'était trop tôt, trop tard. Le moment est venu pour que la FMAF elle vole de ses propres ailes. C'est bien. Ouais, voilà. Parce que la fédération de boxe, c'est une grosse ossature. Ouais. Et puis il y a quand même Nato Escobar. Voilà. Donc, du coup... Dominique Nato, moi j'appelle Nato Escobar. Non, mais Nato Escobar, non, mais il a un beau look, quand même. Ouais. Il a un look super, on dirait pas Mais du coup, ils ont épaulé depuis le début. Voilà, c'est bien passé. C'est pour ça que la fédération elle est reconnue et qu'elle va pouvoir voler en autonomie. C'est grâce à eux aussi. Voilà. Vous étiez au Salon des maires pendant quelques jours, un jour ou deux. Ouais. Vous avez croisé la nouvelle ministre des Sports. Oui. Vous l'avez parlé de la MMA Super League? Bien sûr. Ah. Voilà, bien sûr. Elle était contente par rapport aux jeunes, qu'on s'occupe, qu'on fasse quelque chose de sérieux. Il y a aussi ce que je sors un jeu vidéo avec le casque virtuel qui va s'appeler Fit. Vous prenez le casque virtuel et puis... Il sortira quand ce jeu? Il est sorti là, mais on est en train de le performer encore. Donc il va être prêt, je pense, décembre. Et puis j'étais là parce que avec Édouard Philippe, là, qui s'entraîne aussi en boxe anglaise, donc boxe anglaise. Donc c'est lui d'ailleurs qui a œuvré pour que le MMA passe en fait à la base. Au départ, C'est à force de parler avec mon entraîneur qui s'appelle Majid Nassa, qui est adjoint au maire aussi maintenant. On faisait part de nos histoires passées au Japon et donc il a dit Majid, mais pourquoi le kickboxing on va pas faire comme les vieux de la vie en disant non, ce sport-là. Comme le judo, par exemple, non, le judo, moi je pense qu'à un moment donné, ils auraient dû sortir un champion du judo, le mettre en MMA, et puis passer de l'art martial au sport, et de dire voilà ce qu'on produit. C'est super, comme ils font en lutte, comme ils font les formes Magomedov. Donc voilà, ils mettent la lutte en avant. Là, on a dû mettre le judo en avant. C'est un art martial, le judo. Donc voilà, on joue au tennis, mais on joue pas à l'art martial. Donc ils auraient dû, au lieu de ça, ils ont bloqué des... ils n'ont pas voulu. Ouais. Non, ils ont pas joué le jeu. Et donc c'est bête. Donc Édouard Philippe me pose ça la question un matin, parce que quand il s'est entraîné avant d'aller à l'Assemblée nationale, je me rappelle, et puis on lui parle, le Japon, il y a ci, il y a ça, et il y a aussi le MMA. Et puis il en a parlé à la ministre des Sports de l'époque. C'est vos connexions avec Le Havre, ça reste toujours... Oui, moi je suis un politique, moi j'en fous. Les sophistes... ceux qui racontent la messe en couleur, moi, ça m'intéresse pas. Par contre, au niveau de le mec en lui-même, 3 fois par semaine, il se fait la boxe anglaise.
Ça lui donne un certain statut, enfin, même pour lui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens qui, soit les gros, les pas, bon, il perd un peu ses cheveux, mais ça repousse. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'extérioriser pour justement d'être calme à l'Assemblée. Donc voilà, donc on l'a aidé, et de toute façon, tout le monde est bienvenu. Hein. Voilà. Alors on parle d'une nouvelle génération de combattants portés par les réseaux sociaux, un phénomène d'influenceurs combattants qui divise beaucoup, parce qu'on parle d'un côté d'une opportunité de démocratiser la discipline et d'un autre côté, certains besoins de reconnaissance immédiate, peut-être une perte d'authenticité du combat. Alors je m'adresse à vous deux, anciens combattants, quelle est votre opinion par rapport à ça ? C'est un gros tabou sur ça, parce que ça fait du bien d'un côté les réseaux sociaux, parce que du coup ils peuvent voir, même le jeune, il peut voir plein de techniques, tout ça, mais donc du coup il peut faire sa connaissance plus rapidement. Comme il disait tout à l'heure Jérôme Lanner, on a acheté Fight Sport pour avoir le DVD, c'était 25 € je crois il me semble à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et du coup on avait un DVD avec le livre, on attendait ce livre tous les 2 mois. Maintenant en fait on allume le téléphone, on voit des techniques. Le seul problème, c'est que maintenant, les gens ils se prétendent tous coachs, tous pratiquants, tous, enfin voilà. Et dedans, il y a pas mal de déchets, hein, honnêtement. Et donc, il faut faire la part des choses. Mais quelqu'un qui ne connaît pas spécialement, il ne peut pas savoir. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de tout et de n'importe quoi. Comme dans tous les secteurs, je pense. Mais surtout, moi, je le vois. Des fois, on me demande la technique. Je dis, mais tu la mettras jamais en combat, celle-là. C'est pas possible. C'est juste pour faire des vues. Et voilà, c'est un système comme ça. C'est ça qui dérange un peu, je pense, le côté des réseaux sociaux. Là, toi, tu parles pour la technique, mais aussi les gens qui... Je pense que c'est ça le sous-bassement de la question. C'est qu'est-ce que ça amène. Bon, moi, quelqu'un qui va... Comme je vois, tu as certains influenceurs qui ont 1, 2, 3 combats et puis qui explosent par le nombre de vues, mais qui ont rencontré presque personne. Mais il y a une espèce d'histoire. On est plus maintenant on veut être aguerri directement. Enfin, on est aguerri par rapport à des bêtises énormes. Ou est-ce qu'on regarde plus l'histoire de la personne avec c'est bien ça. le cinéma, ça fait un peu cinéma, comme ça. Ouais. Qui reflète un peu qui se traduit en vrai combat. Ouais, mais en ça fait, peut être bien, tout ça. Quelque chose de féerique, en fait. Ouais, ça c'est bien, ce côté, moi j'aime bien, moi, ça me dérange pas. Du coup, on peut voir beaucoup plus de combattants. Ouais. Même si on est, on va dire, dans un coin perdu de France, on peut quand même sortir plus facilement qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment compliqué pour sortir son épingle du jeu. Est-ce que c'est empathie ou pas Oui, de la féerie, ce que je dis, peut-être une perte d'authenticité comme vous, ça passait vraiment par le travail. Il faut dire, regardez un mec comme Jake Paul, qui... Non mais c'est vrai, regarde, au départ tout le monde rigole de lui. Bah oui, mais maintenant il a même réussi, moi le premier, tu vois. Puis là, le mec il commence à prendre du niveau. Cartonne, bon, il rencontre des catchweight un peu... Il fait sa sauce, mais c'est bien. Ouais, il fait sa sauce, ouais. Après, moi, des fois, il en faut un peu pour tout le goût. Puis il y a une partie, parce qu'il y a encore des gens qui tombent dans les trucs. Moi, j'ai fait une pièce de théâtre là, il y a 1 mois et demi à Paris, où justement, les dérives sectaires. Des fois, c'est un peu comme des sectes. Hein. Les gens, je vais pas dire comme Baudelaire, le parfum et le chien, ou est-ce que le chien remet la queue en lui emportant de la merde, alors qu'on va lui sortir les plus beaux vers et les plus beaux poèmes. Non, c'est vrai, les gens, des fois, tu leur sers de la merde, ils sont contents. Hein. Et on sait que c'est de la merde, ils sont ah ouais, je peux encore. C'est ce qu'on appelle, c'est l'art d'avoir toujours raison. Hein. Depuis que vous êtes retiré du cirque pro, vous avez eu d'autres sollicitations pour remonter. Il y a d'autres combattants qui ont essayé de vous avoir à votre manager. Ouais, en Russie. Ouais, la boxe anglaise, contre... j'ai dit non, je pense que moi j'ai fait le tour, j'ai fait la date de péremption, elle est passée depuis longtemps. C'est vrai, il n'y a plus rien qui vous ferait remonter? Non. Ah non. Rien ni personne? À part des 7 chiffres, 8 chiffres, peut-être encore. Hein. Et encore. Non, j'ai plus envie. Parce que vous avez combattu jusqu'à 52 ans. 52, oui. Ouais, mais c'est une grosse carrière, c'est pas... Voilà, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Ouais. Moi, je pense que je faisais ça quand il y avait toujours quelque chose dans ma vie qui tournait pas rond. Je pensais que ça allait le résoudre, ou ça me donnait un temps de réflexion. D'accord. Et à un moment donné, quand on se réveille un matin, puis qu'on est heureux, on se dit, écoute, c'est bien, ça, on arrête là, on dépose les armes, c'est bien. On a la paix avec soi-même. C'est bon, c'est fini. Déposer les armes, vous restez quand même proche, oui, forcément. Mais je reste, parce que non, ça fait plaisir quand je vois... Je pense qu'elle va aller loin, cette Laetitia. Je pense que je regarde depuis tout à l'heure. Je sens qu'il y a quelque chose. Je pense que si tu la prends bien en main, je pense que ça va aller loin.
Ouais, l'ossature, tout ça, non, je pense, ouais. J'ai hâte de l'avoir combattre, mais non, je trouve ça que les jeunes maintenant, je trouve que c'est bien parce que tu as des gens qui vont faire, qui prennent du truc là, pour du gaz délirant. Il y en a qui font qui s'arrêtent pas là quand enfin, bref, qui font les cons. Et je pense que tu as quand même une partie de la jeunesse, là, je trouve, qui est quand même bien militaire, qui sont un peu des moines. Hein. Quand on réussit dans quelque chose, surtout dans l'artistique, je pense qu'il faut se donner, il faut être dédié à ce sport, à ce jeu. Ouais, Comme vous l'avez été dans votre jeunesse, vous Exactement, disiez, vous passez votre temps à l'entraînement, lui d'aller sortir peut-être même avec les exactement ici. copains. D'ailleurs, ça s'est passé ici. Je me rappelle quand on était à Argelès-sur-Mer avec mes parents au camping. Moi, j'allais pas en discothèque. Vous aviez quoi, une vingtaine d'années? Non, j'ai 12-13 ans. Et vous savez, des jeux, moi, j'ai eu du mal à me faire des amis. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais du karaté. J'allais tout au bout du camping. Je me rappelle, il y a un vieux monsieur, un vieux catalan, qui parlait comme ça, comme il parlait avec le roulant les airs. Moi, je comprenais pas. Il était en train de pêcher. Et en fait, moi, ce que je faisais, j'allais dans une décharge, je prenais des coussins, j'allais tout au bout du camping, où c'était un petit peu, des fois même bizarre, tu vois. Je mettais autour des arbres, je mettais mes coussins et je frappais toute la journée. Je faisais des middle kicks, des front kicks, des side kicks. Et à force, j'en faisais peut-être, je sais pas, 1000 ou 1500 dans la journée. Et parce que j'étais un moine, je savais ce que je voulais faire. J'ai eu une petite voix qui m'a dit, n'écoute pas Dieu, n'écoute pas Jésus ou Marie ou ce que tu veux. C'était, choisis ce chemin pour chemin. Et bon, j'ai dit, ok. Et puis j'ai fait. Donc j'étais un moine. J'étais un moine. Vous, l'inspiration, vous l'avez eu quand même sur les films, sur les carrières de Bruce Lee. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu un. Ah oui, non, si on fait. Oui, mais ça serait trop facile de se dire demain je vais faire comme lui. Mais... ouais. Non, c'est vrai. Peut-être la voix était de la chaîne 5 à l'époque. Mais non, ouais, j'ai eu juste ce truc. Quoi. Il y a quelque chose qui m'a dit fais ça, il faut que tu le fasses. Et en plus, ce que je me suis dit dans ma tête, j'ai retrouvé dans une citation de Bruce Lee où c'était et pour ton chemin, et pour chemin, ton chemin, et n'est aucune limite pour limite. Et ça, je me rappelle, dans ma tête, c'était gravé. C'est ce que je voulais faire. Laetitia, vous aussi, le quotidien, c'est travail, entraînement. Enfin, quels objectifs aussi vous êtes fixés, même pour la suite de votre carrière? Moi, pour l'instant, je travaille à côté. Tu fais quoi? Je suis cariste. D'accord. Là, en ce moment, je travaille pas. Je travaille en saisonnière. Mais après, l'objectif, c'est vraiment de faire que ça. Pouvoir vivre de ma passion. Vous espérez pouvoir un jour, vivre, pour l'instant financièrement, c'est pas, vous êtes obligé de travailler, mais c'est un objectif de pouvoir vivre de votre rêve d'enfant. Il y a beaucoup de femmes de ce niveau-là? Chez moi, non, c'est la seule. Après, en France, il y en a sûrement. Mais dans le club, non, c'est la seule. C'est la seule. Et c'est bien parce que quand il y a des nouveaux qui viennent, ils sont toujours un peu, je veux me tester. Je parle pas à tout le monde, mais il y a un groupe comme ça. Et quand ils font avec elles qui se font étrangler, ils sont dégoûtés de taper. Ils n'osent pas taper au début parce qu'ils se disent, c'est une fille qui m'étrangle. Ils sont obligés. Mais non, mais ils sont obligés parce que c'est débutant, ils nous tapent. Ils sont dégoûtés, ils se relèvent, elles la voient comme ça. Ils se disent, et en fait, du coup, voilà, comme c'est un sport technique, elle roule sur les mecs. Voilà, tout simplement. Ça a été la seule fille en plus de la salle, je crois, au début, quand elle a commencé. C'est elle qui a commencé, oui, c'est la première. C'est la première qui a commencé et elle est encore là. Après, il y a eu des filles de passage, mais en compétitrice, c'est la seule. Il y aura combien de jeunes à vous le 13 décembre à Perpignan? 3 ou 4 jeunes, ouais. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé par le karaté, ensuite le kickboxing et après le MMA. C'est un peu un parcours similaire, un petit peu entre vous deux, c'est le parcours type. À l'époque, moi, en fait, c'était karaté ou judo. Ouais. Et j'avais dit à ma mère, je veux faire le judo. Elle m'a dit, tu feras du karaté. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà. Je suis parti, j'en ai fait au moins 7 ans de karaté. Après, j'ai habité encore en région parisienne. Je suis arrivé à Perpignan. J'ai recommencé dans un club de karaté, mais j'avais pas bien accroché dans le club. Et après, j'ai découvert un club de kickboxing. Au début, je voulais faire de la boxe thaï, mais il n'y avait pas de club de boxe thaï. Donc, je suis allé dans un club de kickboxing à Argelès. Et chez Damou, Jamal, tu avais fait un stage, il me semble, là-bas, tu es venu. Ah oui. Ouais.
Donc, Et, tout est parti d'Argelès. Hein. Plein de choses sont parties d'Argelès. Ouais. Similitude, hein. ça, elle, Argelès, c'est à côté. Ouais, Qu'est-ce qui se passe là? bah, c'était à Il est côté de chez arrivé, moi, j'étais à elle, je suis allé dans ce club. Il y a eu Ouais. un nuage au-dessus de nous. Voilà, j'ai fait du kickboxing. Après, je suis parti au Cacharias, une grosse école de pied-point de la région. Et voilà, après, bah, en fait, je faisais rien de spécial de mes journées. J'avais pas d'ambition de travail. Il n'y avait rien qui me branchait. J'avais une vingtaine d'années. Et grâce à Fight Sport, j'ai vu ce DVD et je dis, ouais, je rentre chez moi, je vais le regarder. Parce qu'au début, je dis, c'est bizarre, on dirait que c'est faux. Et quand j'ai mis le DVD du Pride, et je veux faire ça. Et du coup, et ça m'a fait un déclic de fou, parce qu'en fait, j'avais vu que dans le Pride, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, contrairement à une boxe que bah, on doit boxer. Et là, il y avait vraiment le mélange d'arts martiaux déjà. Et bah, de ce DVD, je suis parti direct chercher des clubs de partout. Alors, je faisais plusieurs clubs, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire tout dans le même. Donc, j'allais un peu à la boxe, j'allais dans plusieurs clubs. Voilà. Et j'ai commencé le MMA en partant par le free fight au départ. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes là tous les trois, vous connaissez tous ce que c'est d'être dans une cage. Avant de rentrer, qu'est-ce qui se passe dans la tête vous avez sûrement vous voyez différemment les choses, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on se conditionne? Enfin, voilà, ce moment où on entre dans la cage, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Laetitia. Personnellement, il n'y a plus rien. Il y a mon adversaire et à moi, et elle vient pour me tuer, moi je viens pour la tuer, pour me tuer. Elle vient pour m'arracher la tête, moi je viens pour lui arracher la tête. Et après, c'est du sport, hein, une fois que les 3 rounds sont finis, il n'y a plus rien, mais moi, il n'y a plus rien. On arrive à faire le vide. Oui. Oui, c'est un entraînement, mais enfin, il vaut mieux. Il vaut Hein, mieux. pensez qu'à ça, parce Il que vaut sinon... Oui. C'était votre cas, vous aussi? Oui, moi, c'est ça. Moi, en fait, j'ai jamais eu peur de prendre un KO ou quoi. J'étais prêt à faire toujours un combat de guerrier, comme on appelle. C'est coup pour coup et toujours mettre le dernier coup. Voilà, dans l'esprit, c'était comme ça quand je combattais. Et non, en fait, je sais que en fait, si je me laisse faire, il va vouloir me taper. Donc, en fait, je préfère le taper avant. C'est le sport, c'est comme ça. Après, j'aime bien, quand j'ai voyagé, tout ça, j'ai vécu à l'étranger, eh ben, il y a toujours le respect avec les combattants. Ça fait que plein de fois, avant, on se serre la main après le combat. Mais dès que le gong il sonne, on respecte les règles du MMA. Voilà. Donc, s'il y a un coup qui est interdit, on ne le fait pas, mais on doit le battre avec les règles. Et c'est ça qui est trop bien. Jérôme? Moi, toutes les fois où vous êtes monté sur le ring, voilà, vous... Oui, une cage, tout ça, ouais. Moi, c'était contre moi-même. J'avais aucune animosité face à mon adversaire. Je pense que c'est lui qui me permettait d'ouvrir la porte pour m'accepter, en fait. C'est d'abord s'affronter moi, soi-même. c'est moi. Ouais, c'est moi. Je me suis jamais mis, comme dans Rocky, la photo non, sur le sac. J-Pen, il faisait ça. J-Pen, il faisait ça, il mettait la tête. Ouais. Non, moi c'était contre moi-même. C'était contre moi-même. Moi c'était un peu spécial. Mais en fait, tu penses que tu veux te taper Non, je pensais qu'il fallait que je gagne pour justement avoir ces 3 semaines de tranquillité. Où que le 3 semaines, tu dis. Donc en fait, tu te faisais à l'entraînement, du coup, tu te faisais du mal pour toi. Ouais, c'est ça, tout le temps. Moi, je le voyais pas pareil. Moi, je me faisais du mal à l'entraînement pour pouvoir l'exploser. Et pas pour moi me faire mal en fait par la suite. Non, moi c'était gagné contre moi-même. En fait. D'accord. Parce que je pense que j'étais un de mes plus gros dangers. J'ai vu, on a vu une vidéo, un reportage qui a été fait sur vous où vous êtes allé boxer dans les prisons aux États-Unis. Ouais. Dans une prison. Ouais. Parce que ça m'a interpellé quand même. Il faut y aller là-dedans. Parce qu'à l'époque, moi j'avais signé avec Don King à l'époque. Donc là, on était en boxe anglaise. En boxe anglaise, ouais. Parce qu'en fait, je fais des photos pour un sponsor qui s'appelait Walter à l'époque. Walter, non, très bien. Walter, hein. Et donc Jean-Christophe Courage m'appelle. Et c'était le promoteur de Christophe Thiozo. Et puis l'agent, et puis il m'appelle, il me dit: tu veux faire la boxe anglaise? Je dis: bah ouais. Il me dit: toi, tu fais ce truc avec les pieds et les poings? Ouais. Il me dit: attends, non, je vais te parler de la vraie boxe. Ok, 12 rounds, ciblés dans la tête. Je dis: ouais. Il me dit: tu veux combattre quand? Je lui dis: quand vous voulez. Il me dit: écoute, là, dans 3 semaines à Porto. Donc j'étais là-bas, après il m'a pris.
Ah oui, il trouvait que j'ai trop grosses cuisses. Donc il me dit, ouais, fou. Parce que la boxe anglaise, tout est dans Oui. les points. Et donc il m'a embarqué. J'étais donc dans les camps d'entraînement aux États-Unis. Moi, j'étais vraiment comme dans un film. Hein. Le champ de blé à côté, le champ d'avoine à côté. On faisait rien, c'était un baraquement. C'était où aux États-Unis? New Bern, en New Caroline Bern. du Nord. Ouais. Ok. Et en fait, au départ, on devait courir tous les jours. Non, pas tous les jours. Hein. Ouais, mais en fait, on s'ennuyait tellement parce que dans le baraquement, en ferraille, il y avait le ring, les chambres, la salle de manger, et voilà. Et on s'entraînait tous les jours. Et à un moment donné, hop, quand il décidait, Don Turner, qui était l'entraîneur de Leafield, Oui. il disait, allez hop, on va à Caroline du Nord, puis on va dans la prison, puis le mec il disait, I'm going to wipe your white ass, motherfucker. Et hop, on se pétait dessus. Et puis à la fin, moi, parce qu'au départ, quand on boxait, je fais comme ça, je mettais les grands. Le mec il me dit rien comme ça, il me dit en anglais, mais combien de fois t'as été KO? Je dis, pourquoi ça? Il me dit, attends, si tu es comme ça en boxe anglaise, tu vas prendre des rafales, tu vas vite goûter le plancher. Bon, en une matinée, le mec le Don Turner, c'était un peu comme. C'était comme dans un film, comme $1 Million Baby. Le mec, il m'a changé ma boxe en une matinée, en train de faire cuire le bœuf en bouillon, et puis ah non, c'était un truc de fou. Et après, donc, voilà, je me suis éclaté. Je voudrais finir sur ça. Jérôme, on a parlé de Bruce Lee, c'est ce qui vous a influencé jeune, vous avez beaucoup lu, beaucoup appris. Quand on regarde votre parcours, du Havre au Japon, passant par les États-Unis, à votre tour, vous avez sûrement influencé des jeunes aujourd'hui. Ça serait quoi, la philosophie Jérôme Le Banner? D'où je viens d'ailleurs, le Havre, c'était vraiment après le Havre, enfin après la ville, il y a la mer. C'est comme un cul-de-sac. Non, je crois que si on... C'est un truc, je me rappelle, c'est Jean-Claude Van Damme qui avait raconté ça, mais c'est pas des conneries. C'est que si tous les jours on pense à un rêve, on le pense, donc on le verbalise, on l'acte, pour y arriver à ce rêve-là, je pense qu'à un moment donné, on arrive à to reach it with your fingers. On arrive à le toucher avec ses mains. Je suis persuadé. Si tous les jours, je pense à toi, et là, je pense à Ronda Rousey. Tu vois, je vois. Ouais. Et donc je me dis, voilà, de réussir, d'avoir Un but. un but, ouais, un but. Que tu te dis, tiens, elle c'était pour moi, elle voulait au Texas, elle voulait avoir une espèce de ferme et tout ça. Et ben il est arrivé, je pense que voilà, on y arrive à la fin. Là c'était pour la ferme, c'était plutôt être championne de l'UFC. Elle a quand même elle a comme légalisé le sport féminin l'UFC, parce que c'était pas gagné en plus. Et donc, je pense que voilà, si on œuvre pour ça et qu'on s'acharne pour ça, on y arrive. Un grand merci, Jérôme Le Banner, d'avoir été avec nous. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Merci aussi Laetitia Gallardo et Sébastien Garion. On se retrouve bien sûr le 13 décembre prochain pour la grande soirée de Super League MMA qui se tiendra au Parc des Expositions de Perpignan.